Yorana Hanege, bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice protéger ses données, épisode 2. Et ça tombe bien puisque mardi dernier, c'était la journée mondiale de la protection des données, mais cette fois-ci, on va aborder le sujet des entreprises. Une majorité d'entre elles ne disposent pas encore des outils et des protections nécessaires, et c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui avec les mêmes invités que la dernière fois, à savoir Luc Owen, directeur adjoint de la DSI, la direction du système d'information Yorana, Yorana. Alban Gabillon, professeur d'informatique à l'UPF, Yorana, Yorana. Maxime Terrassin, gérant de Foxit, Yorana. et enfin Léo Peuillot, avocat spécialisé en droit du numérique. Yorana. On va commencer avec toi, Alban, puisque tu avais aussi démarré la danse la dernière fois. Tu nous avais parlé de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité des données. Est-ce que la définition est la même lorsqu'on parle d'entreprise? Oui, encore plus même, hein. C'est véritablement une définition qui s'applique à la protection des données d'entreprise. Alors, ce que je peux faire, c'est essayer de préciser un petit peu la définition. La confidentialité, c'est la prévention non autorisée de la divulgation des informations. L'intégrité, c'est la prévention non autorisée de la modification des informations. Et la disponibilité, c'est la prévention non autorisée d'un refus d'accès à l'information. Donc, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est le mot non autorisé, qui sous-entend que derrière ces trois objectifs, en fait, il y a la définition d'une politique de sécurité. Et c'est vraiment le point principal que l'on doit mettre en place dans une entreprise avant de réfléchir à des mesures de protection. Alors justement, rentrons dans les détails. Politique de sécurité, qu'est-ce que c'est que ceci? Une politique de sécurité, c'est tout simplement un ensemble de permissions, d'interdictions et d'obligations qui s'imposent aux acteurs du système d'information. L'acteur pouvant être l'entreprise elle-même. Si je prends par exemple le cas des données personnelles, une entreprise, elle a l'obligation de protéger les données de ses clients, elle a l'obligation de recueillir le consentement des clients pour pouvoir utiliser ces données personnelles. Donc la politique de sécurité, c'est vraiment un ensemble de permissions, qui a le droit de faire quoi, d'interdictions, qui n'a le droit de ne pas faire quoi, et d'obligations. On entrera en détail sur les exemples que tu viens de donner, puisque ça tombe bien, j'en ai quelques-uns, des exemples. La dernière fois, Maxime, on parlait d'attaques par mail. Des jeux qui te font croire que tu as gagné quelque chose, que tu as gagné un téléphone par exemple. Est-ce que c'est les mêmes attaques auprès des entreprises? Je suppose que non. Alors, ils vont recevoir aussi ce type d'attaque, mais on va plus les considérer comme du spam et ça va être beaucoup plus filtré, beaucoup plus facilement. On va avoir des attaques un peu plus complexes par mail qu'on appelle du phishing ciblé, du spear phishing en anglais. C'est-à-dire qu'on va estimer que cette entreprise, c'est notre cible en tant qu'attaquant. Donc, on va construire le mail encore mieux, de manière à ce qu'il clique vraiment. Donc, ça va être personnifié. C'est là où on va recevoir peut-être un mail d'un de nos fournisseurs. Donc, on ne va pas se méfier, sauf qu'en fait, ce n'est pas notre fournisseur. Ou alors, il s'est fait lui-même pirater. Et c'est par là, dont le but, ça sera pas simplement d'obtenir des accès ou des mots de passe. Ça sera une étape. Mais c'est surtout avoir ensuite un pied dans l'entreprise, dans le système d'information et conduire de petites attaques. Donc les attaques sont les mêmes sur le papier, mais plus complexes et mieux réalisées. C'est ce que j'allais dire, des attaques plus fourbes, plus travaillées, mais finalement pour des conséquences et un retour, on va dire, pour les hackers qui peut être plus grand aussi. Le retour sur investissement, il est assez conséquent. Il y a eu plusieurs études très sérieuses qui commencent à dater de 2022-2023, où on estimait sur un ransomware, donc dont le but, on rentre par mail par exemple, mais le but, ça sera de chiffrer les données, on en a parlé la semaine dernière. On a estimé un retour sur investissement pour les attaquants de 500%. Donc ils investissent un montant en fonction de la taille d'entreprise, il leur faut quand même certaines méthodes, certains outils. Le retour sur investissement de 500%, c'est énorme. Donc c'est pour ça que c'est très lucratif pour les attaquants de viser des entreprises. Et encore, là on parle d'entreprise, mais Luc, si je parle plutôt d'un gouvernement, les conséquences peuvent être encore plus graves. Alors plus graves pour nous, plus juteuses, on va dire, pour les hackers. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, effectivement, sur des organisations comme la nôtre, effectivement, on va plus se focaliser sur le service rendu à la population. Donc, on va chercher plutôt à bloquer en fait l'usage des services qui sont proposés par les collectivités, ou on va chercher aussi à nuire à l'image de la société en mettant des fausses informations. Donc, un pirate qui va rentrer dans le système, il va modifier les informations donc, pour justement atteindre cette image. Ou sinon, il y a aussi
tout ce qui est attaque de type étatique, là, on va chercher à récupérer des informations confidentielles ou des informations stratégiques. Alors, récupérer des informations, on peut facilement comprendre que ça peut être dangereux, que ce soit pour une entreprise ou un gouvernement. Mais par exemple, à l'international, on a déjà vu des hackers réaliser des hacks pour transmettre des fausses C'est ça. informations. Finalement, à quoi ça leur sert? Ils ne gagnent pas d'argent là-dessus, si? Bah, soit ce sont des organisations étatiques qui vont chercher Mhm. dans un vue un peu politique, D'accord. soit ben, ils vont chercher en fait à faire parler d'eux en quelque sorte. Ah, d'accord, d'accord. Donc là, on a des risques qui sont beaucoup plus grands, puisqu'on parle d'un Oui. gouvernement ou de grandes entreprises. Léo, je suppose, des risques plus grands, des recours plus difficiles aussi. Alors les recours, pour comparer entre les particuliers, le sujet de la dernière fois, et là cette fois-ci les entreprises, c'est un peu la même chose en fait. Les gens, et d'ailleurs en général, au sein des boîtes, ce sont des personnes physiques qui vont cliquer sur un mauvais lien, un mauvais mail, une mauvaise pièce jointe. Donc que ce soit le matariapo chez lui qui a cliqué sur un lien Facebook ou un mail, ou l'employé, c'est parfois les mêmes liens, et c'est souvent des gens qui, lors de leur travail, pardon, sont au boulot, vont cliquer sur un lien et ensuite, bah voilà, ils n'ont pas de cliquer dessus et ça démarre. Donc, c'est les mêmes. Il y a effectivement, comme Maxime l'a dit, les sites, vraiment les attaques très précises où on va forger quelque chose pour attaquer l'entreprise. Mais il y a aussi tout bêtement des gens qui vont sur des sites pas forcément très légaux. Mhm. Après, pour ta question par rapport au. Est-ce que plus l'enjeu, plus l'attaque est grande, plus les sanctions et les recours sont compliqués? Non, en fait, c'est pareil. Tu fais une plainte auprès de la gendarmerie, tu vas éventuellement contacter le département TIC de la gendarmerie qui pourra intervenir pour essayer de retrouver l'origine du problème et le régler. Après, pour les entreprises, ce serait les contrats, à voir au niveau des contrats. Ton contrat, il disait quoi? Qui est responsable? Qu'est-ce que tu peux engager comme responsabilité? Qui doit payer? Qui devra payer? Qui devra faire quoi? Donc c'est un enjeu important, les contrats. Alors, on va revenir sur les contrats un tout petit peu plus tard. Avant, j'aimerais bien pouvoir parler de cette facilité qu'il peut y avoir finalement à hacker, à hameçonner, finalement, que ce soit un particulier ou une entreprise. Est-ce que, Alban, on peut former les gens, pourquoi pas avoir un genre de permis, comme un permis de conduire, mais un permis pour aller sur Internet et pouvoir savoir ce qu'il faut et ne pas faire, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Oui, on peut mettre en place des formations, sensibilisation à la cybersécurité Mhm. pour apprendre toute une série de bonnes pratiques en fait à respecter, de précautions à respecter lorsqu'on utilise un ordinateur. Bon, par exemple, ça a été fait plusieurs fois à l'UPF, notamment dans le cadre de la formation continue où le personnel interne, mais aussi des gens extérieurs peuvent suivre cette formation de sensibilisation à la cybersécurité. Où essentiellement, on les met en garde contre certaines pratiques et on leur fait prendre conscience de certains risques. Je suppose, Voilà. Maxime, qu'il y a deux grands choix pour les entreprises. Soit former ses salariés, former finalement les membres de l'équipe qui compose l'entreprise, ou tout simplement avoir un prestataire de service qui va s'occuper de la sécurité. Oui, globalement, c'est ça. Aujourd'hui, dans la réalité, effectivement, la formation, c'est compliqué, c'est coûteux. On ne sait jamais trop quand on est une entreprise, ben, qu'est-ce qu'on donne comme formation en fonction du poste. Et donc, la plupart se tournent vers des prestations. Alors là, quand il s'agit vraiment de prestations spécialisées, d'expertise, parce que ben, on peut aller choisir l'expert spécialisé dans ce domaine-là. Bon, la cybersécurité, c'est très vaste. Mais la formation existe, hein. Quand on fait un recrutement aujourd'hui, c'est assez intéressant aussi de se recruter sur les bases, encore une fois en fonction du poste, hein, sur les bases aussi de cybersécurité que peut avoir cette personne. Il Mhm. faut l'intégrer aujourd'hui dans les offres d'emploi et dans les exigences qu'on a dans nos recrutements pour éviter ensuite d'avoir 5-6 années de formation à payer parce qu'on a fait le mauvais choix de recrutement aussi. Donc en fait, tout dépend des cas, mais il y a des avantages comme des inconvénients Oui. dans les deux cas, à savoir soit formation ou soit avoir une entreprise tierce, des experts tierces. Vous êtes justement, Luc, vous les experts du gouvernement qui veillez à notre bien-être informatique. On en a parlé très rapidement la dernière fois, mais le gouvernement ici en Polynésie se fait attaquer réellement, se fait des DOS, etc., des ransomware Ransomware. assez régulièrement. Oui, oui, on a des dispositifs hein, qui tracent un petit peu toutes ces tentatives d'attaque. Et effectivement, on a des milliers d'attaques tous les mois, hein, en fait. Hein. Donc, c'est un combat permanent. Donc, les logs montrent qu'effectivement, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Est-ce que c'est comme
des maladies, je compare les hacks à des maladies, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, quand ils voient que ça ne fonctionne pas, ils mutent, ils s'adaptent et ils vous attaquent différemment. Oui, oui, mais justement, on a des dispositifs qui sont mis à jour quotidiennement. Alors, on est des experts, mais on se fait assister aussi par des sociétés externes Mhm. qui nous aident justement à diagnostiquer et à orienter nos choix, en fait, hein. Donc, les antivirus, les dispositifs de ce type-là, ou les firewalls, en fait, ils peuvent être managés avec des organisations externes. Et du coup, il y a une surveillance qui est faite H24 sur ça. Alors, prenons un cas concret et on retourne sur une entreprise. On va prendre un employé qui va faire une erreur, qui va cliquer sur un mail. Il ne faut pas cliquer sur ce mail, mais il l'a fait. Il n'a pas fait exprès. Que faire juridiquement, Léo? Est-ce que la responsabilité vient sur l'employé ou est-ce que c'est plutôt l'entreprise qui aurait dû former l'employé? C'est justement là où interviennent les contrats? Alors ça va dépendre. Si l'entreprise elle avait un accord, un arrangement ou des clients et que le dommage, que l'erreur cause un dommage au client ou au partenaire, c'est la structure dans son ensemble qui est responsable. Peu importe quel employé, elle aurait dû assurer la sécurité. Après, en interne, faut-il sanctionner l'agent? Là, c'est du travail. Est-ce qu'il y a une faute qui a été commise? A priori, donc le cas que tu évoques, il y aurait une faute, donc effectivement, potentiellement des sanctions. Tu sors Donc- le baléniao. Donc Non, tu mais fouet. sérieusement. Le fouet et peut-être d'autres sanctions, c'est pas un avertissement, blâme, ou je sais pas, mise à pied, ou tout simplement si l'agent il a un poste clé de sécurité informatique et qu'il n'est pas performant, ben il va partir Bien sûr. parce qu'il n'a pas sa place à ce poste-là. Donc ça dépend des cas finalement. Ça dépend des cas, mais en tous les cas, par rapport aux entreprises tierces, aux personnes tierces dans l'entreprise, en général, quand on assure un service informatique ou un traitement de données de manière générale, c'est un peu l'objet, on est censé, comme l'a été dit tout à l'heure, les protéger. Et donc, si on ne fait pas son travail de protection, ben, on va avoir des problèmes. Alors justement, évitant d'arriver à ce genre de cas, Maxime, comment est-ce qu'on peut faire? Quels sont les premiers grands gestes à faire pour pouvoir sécuriser son entreprise, Ouais. son site ou peu importe? Son entreprise, déjà, on va essayer de distinguer rapidement des types d'entreprises. On ne va pas sécuriser de la même manière une petite société, une grosse société, en fonction aussi du secteur d'activité. Donc, un aéroport, on ne le protégera pas de la même manière qu'une pharmacie, ni d'une banque. Donc ça, c'est la première chose à vraiment penser, c'est se dire de quoi j'ai besoin, c'est quoi mon besoin de sécurité, c'est quoi les risques dont je fais face, moi, dans mon secteur et dans ma taille d'entreprise. À partir de là, on peut définir donc nos besoins, nos risques et, comme disait Alban, une politique de sécurité qui est adaptée. Il n'y a pas de politique de sécurité copier-coller. On l'adapte à nos besoins, à nos enjeux. Et en fonction de ça, on a distingué, ben voilà, moi j'ai besoin de protéger surtout mon site internet parce que c'est là où je fais du commerce en ligne, par exemple. Moi, j'ai besoin, je suis un aéroport, de sécuriser la sûreté surtout des passagers, des personnes. C'est autre chose. Donc, on commence déjà par estimer son besoin, évaluer évaluer ses risques. Première chose. Deuxième chose très simple aussi à faire, c'est cartographier, inventorier ces systèmes. En fait, beaucoup d'entreprises, on le constate ici, ne savent même pas ce qu'ils doivent protéger. Donc, nous, on ne peut pas les aider à protéger quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, maîtriser son système d'information, c'est comprendre combien j'ai d'ordinateurs, quel type d'ordinateur, combien j'ai de serveurs, voilà, tout ce qui constitue mon patrimoine informatique, je dois le cartographier. Et à partir de là, on a une hygiène de base qui s'applique à toutes les entreprises, faire les mises à jour, faire des sauvegardes, avoir un antivirus. Bon, on peut en parler des heures, mais voilà, il y a toute une hygiène de sécurité de base, on appelle ça comme ça dans notre métier. Alors Luc, ça tombe bien qu'on parle de tout ça, toute cette infrastructure. Est-ce que finalement les systèmes numériques qu'il y a ici en Polynésie française sont équipés pour résister à des attaques ou finalement c'est à nous de pouvoir les mettre en place, à nous, entreprises, quand je parle de nous? Effectivement, c'est à tout le monde de mettre en place les différents dispositifs en fonction des enjeux, comme l'expliquait Maxime à l'instant. C'est des choses qui peuvent évoluer aussi dans le temps, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'avoir toute une armada d'emblée. Tout dépend en fait des moyens aussi que la sécurité, c'est toujours un compromis en fait entre les moyens qu'on est capable de mettre en œuvre et ce qu'on est capable effectivement de tolérer comme risque en fait. Et tout dépend aussi des enjeux qu'on veut protéger et
des choses qu'on veut protéger dans l'entreprise. Alors oui, on se doute bien que des banques ou des aéroports ont des systèmes de surveillance et informatique qui sont beaucoup plus poussés que des PME, des petites et moyennes entreprises. Justement, le cas classique, Alban, c'est le hack d'une page Facebook. Par exemple, parfois suivi par des milliers de fans d'une marque. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement? On a mal sécurisé, on a mal mis son mot de passe. On parlait de mot de passe la dernière fois, on a mal sécurisé son mot de passe. Et finalement, voilà, on se fait hacker. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, la sécurisation de la page Facebook ne repose pas uniquement sur l'entreprise, elle repose aussi sur l'entreprise Facebook. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut fermer sa page et puis la réouvrir, hein. Ça dépend le hack, mais le hack, si c'est un vol de mot de passe, eh ben, on ferme la page et on la réouvre. Je vois pas d'autres solutions immédiates, en tout cas, et rapides à mettre en œuvre, quoi. Encore aujourd'hui, juridiquement parlant, Léo, c'est un petit peu compliqué, je suppose, d'aller toquer à la porte de Facebook et dire s'il vous plaît, aidez-moi. Alors moi, j'ai beaucoup de cas effectivement de gens qui avaient une page très populaire et qui après me disent ah j'avais une page, quelqu'un a cliqué sur un mauvais lien, nous n'avons plus la page, plus accès. Et les options possibles, justement, on peut fermer la page et s'arrêter là, mais c'est pas ce que je recommande. D'ailleurs, la fermer on peut plus parce qu'on n'a plus accès, donc on peut pas la fermer. Donc la page continue de faire sa vie sans nous. Donc l'idée c'est de faire une requête auprès de Facebook. Donc les clients peuvent s'en occuper eux-mêmes. Toute personne qui a une page peut dire à Facebook voilà j'avais une page, donc il faut pouvoir prouver que vous l'avez créée, que c'est bien votre page. Je peux aussi m'en occuper. Et donc l'idée, c'est de dire à Facebook, en gros, voilà, j'ai un bien qui avait de la valeur, que des pages Facebook qui ont peut-être 50 000, 100 000 abonnés, Oui, c'est ça a une conséquent. valeur énorme. Bah oui. Pareil pour Instagram, TikTok, c'est des comptes où des fortunes se font avec ces médias. Et une page piratée qui a plus de 10 000 likes, followers ou abonnés, c'est des conséquences énormes. Donc il y a des moyens de les récupérer. Et très fréquemment, on voit les affaires médiatisées où des gens connus ont leur page piratée, puis après ils les récupèrent. Donc c'est pas impossible. Après, il faut pas lâcher et il faut insister auprès de Facebook. Effectivement, Facebook n'est pas très réactif pour beaucoup de choses. Alors justement, Maxime, une réaction? Oui, je vais vous donner un exemple concret parce que j'ai eu récemment, toutes les semaines, on m'appelle pour ces cas-là, hein, donc on est devenus des spécialistes Facebook. Bon, c'est pas du tout notre cœur de métier à la base, mais en réalité, dans ce cas-là, en fait, donc le pirate de la page avait réussi à se rajouter en tant qu'administrateur de la page. Et souvent, le but qu'ils vont rechercher, c'est de se rémunérer par rapport aux publicités. Si vous avez activé votre carte bancaire et vous payez des publicités, ils vont se faire des virements. Et en fait, ils se rajoutent en administrateur, mais n'ont pas forcément eu besoin d'avoir votre mot de passe. Donc, ça devient des sujets des fois très compliqués. Donc, en fait, il faut être capable de dans tous les menus Facebook, trouver des emails qui ne vous appartiennent pas, il faut les supprimer, il faut changer son mot de passe, le modifier, mais des fois votre mot de passe n'est même pas compromis. Avoir un mot de passe extrêmement sécurisé et activer la double authentification. Il faut que ça soit maintenant systématique parce que grâce à ça, vous allez toutes les demandes de nouvel administrateur de la page qui pourra faire des dégâts si c'est un pirate, va se reposer aussi sur cette demande de double authentification qui va arriver forcément par contre sur votre téléphone. Et là, à moins de vous être fait voler aussi votre téléphone, vous serez déjà beaucoup mieux protégé. Alors là, on parlait de page Facebook, mais la dernière fois, Léo, tu nous parlais d'un cas spécifique d'un client qui malheureusement s'était fait hacker et tu nous avais parlé de backup. Donc justement, prenons cet exemple. Alban, les backups, c'est quoi? Comment ça fonctionne et en quoi est-ce que c'est important? Un backup, c'est sauvegarde des données, tout simplement. Je peux parler d'un exemple concret. Je peux parler de l'UPF. Bon, à l'UPF, nous avons des serveurs de données, puis nous avons des serveurs de sauvegarde. Voilà. Alors après, est-ce qu'on a besoin, à mon avis, l'entreprise doit se poser la question de savoir si elle doit externaliser ce service. Parce que, je me souviens d'une année où les serveurs de sauvegarde de l'UPF avaient été menacés en raison d'une inondation, tout simplement. Il y avait eu des pluies importantes et les serveurs de sauvegarde avaient été menacés. Donc, est-ce que, par exemple, l'UPF, un jour, ne devrait pas envisager d'externaliser la sauvegarde de ces données? C'est une question, je ne suis pas la DSI de l'UPF, je suis enseignant, mais à mon avis, c'est une question que toute entreprise doit se poser. Parce qu'il est évident que si les données sont sauvegardées dans le cloud, sont sauvegardées chez un prestataire dont c'est le métier, à mon avis, il y a plus de garanties qu'elles soient préservées. Il faut quand même pouvoir avoir accès à certaines données, en tout cas à une interface pour pouvoir avoir accès à ces données. Et ces interfaces peuvent parfois présenter des risques. On parlait tout à l'heure d'antivirus. Les antivirus classiques que tout le monde connaît, est-ce que ça fait encore le travail aujourd'hui ou il faut, en tant qu'entreprise, chercher plus loin, Alban?
En tout cas, en tant qu'entreprise, je ne répondrai pas sur le choix de l'antivirus, hein. Honnêtement, je n'en sais rien, mais en tant qu'entreprise, ce qui est important, c'est que la politique de gestion de l'antivirus doit être totalement centralisée. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de laisser les employés installer leur antivirus et de les mettre à jour eux-mêmes. Bien sûr. C'est bon, voilà, c'est donc vraiment le rôle du service informatique de faire ça et de s'assurer que tout employé a la même base de signature qui alimente l'antivirus. Après, là aussi, c'est une question. Est-ce que, comme Luc l'a évoqué, est-ce qu'on ne doit pas externaliser ce service, hein, d'antivirus, de protection des ordinateurs personnels? Est-ce qu'on ne doit pas l'externaliser vers une entreprise dont c'est le métier, hein, qui Et est ça, spécialiste? Voilà. ça tombe bien, je me tourne vers toi, Luc. Là, on vient de parler d'antivirus. Alors, les petites techniques, les particuliers, on peut avoir, c'est d'avoir un antivirus qui va te faire un petit test pendant 2-3 mois et finalement, pour une raison ou pour une autre, tu le gardes. Je suppose que c'est pas comme ça que ça fonctionne au gouvernement. Vous avez des antivirus spécifiques ou des outils spécifiques? Ce sont des outils, comme disait Allemand, qui permettent de gérer tout le parc. Effectivement, on manage effectivement tous les PC de l'administration. Et effectivement, on installe des dispositifs qui sont transparents. L'utilisateur n'a rien à faire, mais du coup, on surveille effectivement toutes les déviances, les mauvaises pratiques, etc. Et on a des remontées d'alerte quand ça se produit. D'accord. Là, on parle donc de gouvernement, je reviens sur des entreprises. On parlait la dernière fois pour des particuliers de gestionnaires de mots de passe. Mais cette fois-ci, est-ce que pour des entreprises, Maxime, il y a des logiciels, des outils simples, efficaces, disponibles pour les PME, à savoir les petites et moyennes entreprises? Oui, c'est pas encore dans les pratiques vraiment qu'on voit, mais nous, maintenant, on le recommande. On n'a pas trop le choix parce que l'état de l'art aujourd'hui, hein, on en avait parlé, c'est d'avoir des mots de passe sécurisés, tous différents en fonction des services. Et dans une entreprise, on peut vite avoir des dizaines, voire des centaines de mots de passe. Donc, si on veut respecter l'état de l'art, on se tourne vers des gestionnaires de mots de passe sécurisés. Et donc là, on a plusieurs choix en fonction de nos risques, hein, encore une fois, de notre taille d'entreprise. Et il y en a pour toutes les bourses, honnêtement, hein. Ça démarre avec des prix vraiment très accessibles. Et on a le choix soit de l'avoir dans notre système d'information hébergé chez nous, dans notre entreprise. On peut l'avoir dans le cloud, en mode SaaS, comme on dit, hein, ce que je ne conseille pas forcément pour les entreprises. Mais pour les particuliers, par exemple, ça marche très bien. Donc, on a des solutions. On en a qui sont qualifiées, c'est-à-dire qu'on a des entités comme étatiques, hein, comme l'ENSI, on en avait parlé aussi un peu, Oui. des entités, des tiers de confiance qui vont venir analyser, qui vont contrôler. Ça, c'est un produit sécurisé. On a des produits qui sont régulièrement testés au niveau hacking pour être sûr qu'ils soient robustes. Et on a d'autres produits qui sont purement commerciaux, qui peuvent être sécurisés aussi suffisamment pour les petites TPE. Voilà. Nous, on en propose pour tout type de budget, hein. Et nous-mêmes, en tant que consultants, on a des gestionnaires de mots de passe sécurisés. On n'a pas trop le choix, vu la centaine de mots de passe qu'on a à gérer. Alors, je suis une entreprise. Je n'ai pas regardé l'émission Manava sur la protection des données informatiques. Je n'ai pas écouté les conseils. Et finalement, je me fais hacker. Soyons tout à fait transparents, Léo. Est-ce que un recours juridique va forcément aboutir, surtout quand on sait que parfois les hackers viennent de d'autres pays? Est-ce que ça aboutit finalement? Il y aurait deux recours. Il y aurait le recours des partenaires, contractants, clients qui vont attaquer l'entreprise qui était défaillante. Et là, a priori, elle était défaillante. Bien sûr. C'est acté, c'est arrivé. Donc, elle devra indemniser ses partenaires. Donc, ça va aboutir, oui. Ensuite, son recours à elle envers les responsables. Donc, quelqu'un qui serait au Bénin, en Inde, ou je ne sais pas, quelque part, un pays où on n'a pas de convention bilatérale, ou en tout cas, ça serait compliqué de trouver. Moi, j'ai un cas actuellement de quelqu'un qui est au Bangladesh. Bon, je suis en train de trouver un confrère au Bangladesh pour pouvoir faire une action parce qu'on a trouvé son adresse IP, mais maintenant, il faut faire le lien entre l'adresse IP et la personne. Et puis, même si on sait qui c'est, il faut pouvoir après aller lui dire bon, copain, t'as fait ça, c'est pas bien. Ouais. Et donc, c'est compliqué, mais En pas plus, la impossible. justice, c'est pas la même en fonction des pays, donc je suppose qu'il y a Ah, des... ça va pas, c'est pas. Alors, on dépose plainte ici, mais c'est pas. Mon cas, dans le cas dont je parle, c'est pas la justice française qui, à mon avis, va condamner cette personne. Moi, mon idée, ça serait plutôt d'attaquer la personne chez elle. Ah, Et donc, chez elle, faire les choses. C'est possible hein, d'attaquer en France, d'avoir l'exéquature des décisions françaises, hein, enfin, de la faire appliquer dans un pays étranger. C'est long, c'est compliqué, ça aboutit pas forcément. Donc, tout est possible. Donc, tu nous laisses que c'est possible, oui. Moi, j'ai des cas où ça aboutit, j'ai des cas où ça n'aboutit pas, malheureusement. Ça dépend du dossier.
Et ben voilà, pour conclure cette émission, la première émission, je vous parlais de 60%. C'est le nombre d'entreprises mal préparées, parfois par manque de connaissances, de temps pour se former ou d'argent. Et ben finalement, je pense qu'avec les différents risques que l'on a cités aujourd'hui, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes une entreprise et que vous n'avez pas encore sécurisé vos données informatiques. N'hésitez pas à contacter les personnes qui sont présentes sur ce plateau, vous renseigner aussi, pourquoi pas, sur service-public.pf/DSI. Donc vous pourrez directement, pourquoi pas, discuter avec Luc. Et puis vous avez aussi upf.pf pour remercier justement l'UPF d'avoir été présent sur notre plateau. Merci à tous d'avoir été présents. Merci. Merci. Les amis, c'est la fin de notre émission. Nous, on se retrouve demain à partir de 17h. Bonne soirée sur TNTV, 18h. Votre à Tahiti. Maruru Totato Farere a Trahoma Yarana.